Rebonjour à vous tous. Voici l'introduction de votre nouveau chapitre d'histoire qui s'appelle donc l'affirmation monarchique des Capétiens et des Valois, qui va s'étendre de la période qui va à peu près du XIe au XVe siècle après Jésus-Christ. Donc finalement on est toujours un petit peu sur la même période en histoire, toujours sur cette période du Moyen Âge dont on a déjà parlé ensemble à propos à la fois de la vie dans les campagnes, avec les seigneurs, les paysans, leurs activités, leurs relations, et puis également cette période qui voit également un essor urbain se mettre en place avec de nouvelles activités, notamment activités marchandes, qui voient l'essor de la bourgeoisie à la fin du Moyen Âge. Donc maintenant on va s'intéresser davantage à l'histoire politique de cette période, c'est-à-dire non plus parler des habitants, mais plutôt parler justement des dirigeants et comment les dirigeants, donc comment les rois ont pu diriger le royaume. Et vous voyez que si on parle d'affirmation monarchique, ça veut dire qu'il va être nécessaire pour les rois d'affirmer le pouvoir royal. C'est-à-dire que on verra que c'est pas aussi simple finalement. Être roi n'assure pas forcément une bonne gouvernance sur son territoire. Et puis Capétiens et Valois, ce sont les dynasties qui vont régner sur le royaume de France jusqu'à la fin du XVe siècle. Donc on va voir ça un petit peu par la suite. Donc en introduction, je vais remonter un petit peu dans le temps pour que vous compreniez finalement la situation du royaume des Francs, parce qu'on ne parle pas encore du royaume de France, mais encore du royaume des Francs, vers l'an 1000. Donc ça c'est un rappel, la carte que vous avez sous les yeux, c'est l'Empire carolingien, en tout cas ce qui en reste en 843, parce que vous vous souvenez, l'Empire carolingien est fondé par Charlemagne en 800, lorsqu'il se fait sacrer à Rome, et Charlemagne n'ayant qu'un fils, Louis, Louis le Pieux, eh bien il lui transmet l'intégralité de son empire, sauf que Louis le Pieux a trois fils, Charles le Chauve, Lothaire et Louis le Germanique, et donc en 843, Louis choisit donc de diviser son territoire en trois, qui partage son empire pour assurer sa succession, et donc l'empire carolingien se divise donc en trois parties. À l'ouest, on a ce qu'on appelle la Francie occidentale, au centre, la Francie médiane, des fois on parle de Lotharingie, et puis à l'est, la Francie orientale, qui va devenir la Germanie, donc l'ancêtre de l'Allemagne. Donc ça c'est ce qui formait donc l'ancien empire carolingien, qui forme donc le monde des Francs, encore à ce moment-là. Très vite, ce découpage il ne convient pas, ni à l'empereur qui est toujours en place, le Pieux, ni à ses fils, et donc éclatent des guerres civiles, en tout cas des guerres fratricides, qui les opposent tous les uns et les autres. Ça aboutit à l'envoi dans un monastère de Louis le Pieux, qui est vaincu, et puis également des conflits réguliers entre les trois frères, à propos des frontières, à propos justement des comtés. Vous vous souvenez, ces territoires ici qui sont découpés en pointillés en rouge, ce sont les comtés, donc les territoires qui avaient été délimités par Charlemagne, dans lequel il avait envoyé des comtes qui représentaient justement son pouvoir. Ces comtes, ce sont les ancêtres de la noblesse française, la noblesse franque, qui dirigeaient au nom de l'empereur ces territoires, et donc évidemment, avec ces conflits, avec ces guerres civiles qui apparaissent, les cours vont changer de camp, vont demander davantage d'autonomie, ne vont pas toujours être d'accord par rapport aux décisions prises par leur roi ou par l'empereur, parce qu'il y a toujours des fois un empereur qui est nommé, qui est censé avoir un contrôle supérieur sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, tout ça crée une forte instabilité politique, et puis des conflits qui affaiblissent justement ces trois dirigeants, et qui affaiblissent également les frontières du royaume. Ça se traduit assez bien à travers cet arbre généalogique. Ici, vous avez la généalogie des Carolingiens. Donc vous voyez un Pépin le Bref, père de Charlemagne, qui donne le pouvoir à Charlemagne. Et puis vous vous souvenez, Charlemagne avait un frère qui va mourir assez vite. Charlemagne a un fils, Louis le Pieux. Et je vous disais, Louis le Pieux partage son territoire au sein de ses trois fils vivants. Pépin d'Aquitaine meurt en 838, donc il ne participe pas à ce découpage. Donc Lothaire, roi de Francie médiane, Louis le Germanique, roi de Francie orientale, et puis Charles le Chauve, roi de Francie occidentale. Charles le Chauve obtient quand même le titre d'empereur, même si ses frères règnent sur les royaumes voisins. Très vite, ça va provoquer beaucoup de problèmes, et vous voyez que ensuite mon arbre généalogique il part un petit peu dans tous les sens. On ne va pas forcément s'intéresser à ces personnages-là, mais comprenez que voilà, cette arbre généalogique compliqué montre bien justement les conflits qui vont opposer les différents dirigeants sur ce territoire pendant cette période. À Charles le Chauve succède Louis le Bègue, qui va à nouveau être un empereur qui va régner sur tout le territoire, et ensuite il va être à nouveau séparé en plusieurs parties, parce que vous voyez qu'en 879 vous avez plusieurs rois qui règnent en même temps, à la fois Louis III et Carloman, donc ça veut dire qu'il y a une opposition, une double revendication du trône par ces deux personnages-là en même temps. Par la suite, à partir de 884, c'est Charles le Gros. Donc Charles le Gros, c'est le grand-oncle de Carloman qui reprend le pouvoir en Francie occidentale. Ensuite, vous avez Charles le Simple qui va également revendiquer le pouvoir autre part. Vous avez également
d'autres personnages, ici Eudes et Robert Ier, qui ne sont pas issus de la dynastie des Carolingiens, qui vont régner pendant de courtes périodes sur la Francie occidentale, pour finalement faire en sorte que le pouvoir revienne plus ou moins aux mains des Carolingiens, jusqu'à la mort de Louis V, le dernier roi des Carolingiens, qui va être remplacé, je vous le dirai plus tard, par Hugues Capet. Donc voilà, ça c'est la première chose à avoir en tête, c'est que l'Empire carolingien se divise en trois, et du coup devient une zone très instable politiquement, ce qui l'affaiblit, ce qui affaiblit le pouvoir central, et ce qui renforce le pouvoir finalement des comtes sur leur territoire. Pendant la même période, on est justement sur ce qu'on appelle l'âge viking. Ça veut dire que on a des grandes invasions qui sont menées par ces peuples qui se situent donc au niveau de la Scandinavie actuelle. Et en gros, cette Scandinavie, on pourrait la séparer en trois parties. La partie du nord-ouest, c'est la Norvège. La partie du nord-est, c'est la Suède, et puis la partie la plus au sud, c'est le Danemark. Donc en gros, on a trois royaumes normands, les Vikings, les Normands, les Danois, et ils portent à l'époque tous ce même nom générique, parce qu'on n'est pas trop capable de les différencier en Europe occidentale, et c'est une période pendant laquelle justement ces peuples vont partir justement à la découverte, faire du commerce, et puis également envahir de nouveaux territoires. Globalement, les Suédois vont plutôt partir en Europe centrale, descendre sur la Hongrie et descendre jusqu'à l'Empire byzantin. Les Norvégiens vont plutôt s'en aller vers l'ouest et vers le nord, ce sont eux qui vont aller jusqu'en Islande, ils vont aller dans le nord de l'Écosse, les Norvégiens vont même se rendre jusqu'en Amérique du Nord, pour revenir, mais ce sont les premiers Européens à mettre le pied en Amérique du Nord, 500 ans avant Christophe Colomb. Et puis les Danois, ce sont ceux qui vont nous concerner davantage, ils s'en vont plutôt vers le sud et le sud-ouest, ce sont eux qui vont mener plusieurs raids. Au début, ils sont là pour aller piller finalement les côtes occidentales, ça fait partie de leurs activités. Donc ils se rendent en général sur les côtes, ils vont piller des monastères, des petits villages sans défense. Ce sont des petites expéditions de 5-10 navires seulement, qui ne sont pas là du tout pour envahir. Ils vont capturer des populations pour en faire des esclaves, ils exigent des rançons, et puis ensuite ils rentrent dans leur territoire. Et plus on avance dans le temps, plus justement ces Danois vont envoyer des expéditions importantes. On a jusque 880, on a même jusqu'à 700 navires, c'est une très grande expédition qui sont envoyés par les Danois et qui vont remonter la Seine, qui vont même aller jusqu'à assiéger Paris pour essayer de prendre Paris. Donc ces Vikings, ils profitent de l'instabilité politique dont on a parlé juste avant au sein de l'Empire carolingien pour finalement faire ces raids pour piller ces territoires et puis pour essayer plus tard de coloniser ces espaces-là. Ça va fonctionner parce que au début du Xe siècle, vers 911 je crois, le roi de Francie occidentale, Charles III, dit Charles le Simple, va céder une partie de son territoire, justement à ces Normands, ça va donner de la Normandie, en contrepartie de mettre fin justement aux invasions vikings. Voilà, un territoire qui est envahi, qui est affaibli, pendant cette période, vous voyez, 9e, 10e siècle, et tout ça, ça va aboutir... Alors, oui, pardon. J'ai oublié de vous dire, si ces Vikings peuvent aussi bien piller et se rendre aussi facilement sur ces territoires, c'est grâce à leurs bateaux. Ces bateaux, on appelle ça des langskips. Plus communément, on parle des fois de drakkar, mais drakkar, c'est un terme qui ne veut pas forcément dire grand-chose. On parle plutôt de langskip. Ces bateaux qui sont à fond plat, qui ont un faible tirant d'eau, c'est-à-dire qu'ils s'enfoncent très peu dans l'eau, ce qui leur permet de naviguer aussi bien sur la mer que sur les fleuves. C'est ce qui facilite justement leurs invasions et puis leur pillage sur les côtes occidentales. Donc, toute cette situation fait que les derniers rois carolingiens sont extrêmement affaiblis, et peu à peu, ils sont remplacés par d'autres personnes issues de la grande noblesse franque, qu'on va appeler les Robertiens, parce que ce sont les descendants justement de Robert IV, dit Robert le Fort, qui a été le premier à être chargé par Charles le Chauve, le petit-fils de Charlemagne, roi de Francie occidentale, à assurer la défense du royaume contre les Vikings. Et ce Robert le Fort, il va justement mourir au combat contre ces invasions vikings, et ça va être repris par ses fils, par son fils notamment Eudes. Et ce Eudes, en 888, il va, un petit peu avant, en 885-886, il va assurer la défense de Paris contre les Vikings, il va réussir à repousser les Vikings qui assiégeaient Paris. Et à la mort du roi carolingien précédent, il va être nommé roi des Francs, roi de Francie occidentale, pendant son règne. À sa mort, c'est à nouveau un carolingien qui reprend le pouvoir et qui reprend la tradition précédente. Un petit peu plus tard, ça va être son frère, roi Robert Ier, qui va devenir également roi des Francs à sa suite. Donc, vous voyez, on a déjà des rois qui ne sont plus issus de la dynastie carolingienne, qui peuvent prendre le pouvoir sur des temps courts, mais ce ne sont pas leurs enfants qui prennent le pouvoir par la suite, on retransmet le pouvoir ensuite à des rois carolingiens. Et
Ensuite, dans cette dynastie, hein, donc, le fils de Robert Ier, qui s'appelle Hugues le Grand, il obtient le titre de duc des Francs. Le duc des Francs, finalement, c'est un petit peu comme le maire du palais chez les Mérovingiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de ça, hein, donc, notamment ce qui avait provoqué la fin des Mérovingiens et l'arrivée des Capétiens. Hein, ce duc des Francs, il a finalement un pouvoir très important. C'est lui qui organise la défense du royaume, donc il est capable de lever les troupes, lever l'armée, et donc concrètement, hein, donc, sur la fin des règne des derniers Carolingiens, c'est plutôt ce Hugues le Grand qui a le pouvoir dans le royaume des Francs, même s'il ne porte pas le titre de roi. Et donc lors de la mort du dernier roi carolingien, qui n'a pas de successeur, qui s'appelle Louis V, hein, Louis V dit le fainéant, donc fainéant, hein, ça veut tout dire par rapport donc, à son implication par rapport au pouvoir, et bien à sa mort, les comtes hein, donc, de Francie occidentale se réunissent et décident hein, donc, ensemble de nommer un nouveau roi qui ne sera pas carolingien. Et ce roi, justement, c'est Hugues Capet, Hugues Capet descendant justement de la dynastie des Robertiens. Hein, donc, il fait partie d'une famille justement qui a beaucoup de prestige par rapport donc, aux actions militaires qui sont pu réaliser face aux Vikings. Et puis, surtout, il est choisi parce que Hugues Capet, c'est donc issu donc, de la noblesse franque, mais il dirige un territoire qui est limité. Donc c'est quelqu'un finalement qui a une puissance qui est très encadrée. Donc ces grands comtes choisissent de nommer un nouveau roi qui n'est pas carolingien, et un nouveau roi surtout qui a peu de pouvoir parce que justement sa puissance est très limitée, et donc laisse hein, donc, ces grands nobles, hein, donc, le duc de Gascogne, le comte de Barcelone, le comte de Toulouse, le duc de Bourgogne, le duc d'Aquitaine, le comte de Bretagne, le comte de Flandre, etc. Il leur laisse beaucoup d'autonomie. Enfin, ça veut dire que finalement il n'est pas capable hein, donc, de imposer hein, donc son autorité sur l'ensemble du royaume. C'est pour ça que à partir de ce moment-là, en 987, on va distinguer finalement deux zones dans le royaume de France. Ce que vous avez donc ici, hein, ce que j'entoure avec ma souris, c'est donc le royaume de France au XIe siècle, donc à l'apogée de Hugues Capet. Mais ce qui est réellement dominé par le roi, c'est ce qu'on appelle le domaine royal, ce qui est seulement en bleu. Hein, donc tout ça fait partie du royaume, toute cette zone, on reconnaît Hugues Capet comme roi, mais concrètement, le roi ne dirige réellement que ce petit territoire en bleu. Donc nous, ce qu'on va essayer de voir justement à travers ce chapitre, c'est comment on passe d'un royaume comme celui-ci, donc sur la gauche de mon écran, à un royaume comme celui-ci sur la droite. Vous voyez que le domaine royal, 500 ans plus tard, c'est largement étendu, ça veut donc dire que l'autorité du roi s'est largement diffusée sur le royaume. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers ce chapitre et puis expliquer, hein, voir comment les rois ont-ils réussi à affirmer leur pouvoir au détriment finalement de cette grande noblesse.